Très bien. On peut retirer le partage d'écran. Voilà, vous m'entendez? Tout à fait. Très bien. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrice Fradet, le nouveau président de l'association Argos 2001. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, notre association accueille et soutient les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire ou de leurs proches. Et notre association s'emploie à cette activité au moyen de bénévoles, tous eux-mêmes patients du proche. Je suis patient, diagnostiqué d'une bipolarité de type 2 tardivement en 2004. Et ce matin, en compagnie d'Eliane Melon, vice-présidente, nous sommes vraiment particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir à cette journée intitulée « Troubles bipolaires et droits de l'homme » qui vient en remplacement de la journée du 30 mars. Nous tenons nos engagements vis-à-vis de nos partenaires et honorons la décision prise par le précédent conseil d'administration qui avait décidé d'un report de la journée du 30 mars au 10 décembre, au jour même de la Journée internationale des droits de l'homme. Le maintien de notre manifestation à distance et sous une forme adaptée se veut aussi la réponse de l'association aux effets négatifs du coronavirus. Voilà, je passe la parole à Eliane qui va se présenter à vous. Eliane Melon, bien, je suis vice-présidente de cette association. Je suis proche, moi comme ça, Patrice et moi, représentant à la fois la bonne répartition hommes-femmes et proches patients. Et je suis plus particulièrement en charge des affaires médicales et scientifiques dans cette association, à cause sans doute de mon passé de médecin hospitalier un peu spécialisé en neuro, disons. Voilà. Je vous souhaite une bonne matinée sur ces thèmes un peu ardus. À tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc on va démarrer notre première table ronde. Qui va être composée de Michel Doussin, d'Elisabeth Leprel et de Blandine. Blandine étant une bénévole de l'association. Michel, vous êtes un compagnon de route pour nous. Vous êtes administrateur de l'UNAFAM. Vous avez un fils qui souffre d'un trouble sévère également. Vous êtes diplomate de formation et dans votre parcours, vous avez tenu notamment cette belle fonction d'ambassadeur aux droits de l'homme. Et donc, cette qualité et tout l'intérêt que vous portez au sujet va vous permettre de nous présenter une étude intéressante et non encore parue sur le sujet des commissions départementales de soins psychiatriques. Michel, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, je fais mon partage d'écran. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis très honoré d'avoir été invité à intervenir en cette date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, déclaration à laquelle je suis très attaché. Alors, l'UNAFAM, vous connaissez sans doute, l'Union nationale des familles et amis de malades et personnes handicapées psychiques, donc 15 000 et quelques adhérents, grosse et petite association, puisqu'on évalue les personnes ayant des troubles de type schizophrénique, bipolaire et autres à au moins 2 millions de personnes dans notre pays, donc autant de familles concernées, touchées gravement. Qu'est-ce qu'un ambassadeur chargé des droits de l'homme? En 2 mots, c'est quelqu'un qui, auprès du ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'ensemble des négociations qui peuvent toucher à ce sujet, qui peuvent se passer aussi bien aux Nations Unies qu'au Conseil de l'Europe, que dans d'autres instances non connues comme l'OSCE, comme l'Organisation de la francophonie, etc. J'ai eu la chance d'exercer cette mission qui implique un certain engagement entre je ne me trompe pas, voilà, entre 2005 et 2008. Et j'ai enchaîné rapidement sur une autre fonction très proche, ambassadeur chargé de la bioéthique. Donc, même fonction sur un sujet plus étroit de 2008 à 2013, ce qui fait que le thème que nous abordons n'est pas complètement inconnu.
Alors, je commencerai, si vous le voulez bien. Alors, est-ce que ça passe comment ça? Je n'arrive pas à faire tourner. Hop, voilà, comme ça. Je vais commencer par interroger en votre compagnie très rapidement sur qu'est-ce qu'on entend par droit de l'homme lorsqu'on aborde la question, j'enlève le moment, on aborde le sujet. Alors, un cadre juridique mérite d'être rappelé, puisqu'on parle de la Déclaration universelle. Eh bien, parlons-en et surtout parlons de sa traduction concrète pour le droit français. La seule convention en fait, internationale relative aux droits de l'homme qui s'applique directement dans le droit français, c'est la Convention européenne, donc dans le cadre du Conseil de l'Europe, dite de sauvegarde des droits de l'homme, qui date de 1950. C'est en même temps ma date de naissance, vous saurez tout sur moi. Deux articles que je vous signale particulièrement intéressants pour nous. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Et deuxièmement, article 5, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants. Et vous verrez une rédaction assez datée et en même temps assez stigmatisante. S'il s'agit de la détention régulière de plusieurs types de personnes, dont les aliénés. C'est ainsi qu'on parlait de nous et de vous il y a quand même pas si longtemps que ça. Alors, ça, c'est le cadre, je dirais, général. Et puis, il y a son application à la médecine et à la psychiatrie. Et là, on a trois types de documents clés qui sont le serment d'Hippocrate, mais je dis tout de suite que c'est un serment qui n'a pas de valeur juridique directe, c'est simplement une valeur interne aux adhérents à l'ordre des médecins. Il n'est pas opposable véritablement. Par contre, la Convention d'Oviedo pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, qui date de 1997 et qui a été ratifiée par la France en 2011, et j'ai été chargé de m'occuper de la ratification, a beaucoup plus d'impact juridique. Et puis, en fait, la traduction de tout cela, c'est dans le Code de santé publique qui est très explicite sur un certain nombre de points qui nous intéressent. Alors, dans la Convention d'Oviedo, il y a trois grands principes, la dignité, la liberté et la solidarité, et un article 6 qui s'intitule « Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir aux soins ». Et il y est dit que lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie, pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi, et la personne concernée doit, dans la mesure du possible, être associée à la procédure d'autorisation. Donc on voit une grande exception par rapport aux principes généraux qui figurent donc dans les textes relatifs aux droits de l'homme, à savoir la possibilité d'une représentation lorsqu'une personne n'est pas réputée être en mesure d'assurer elle-même son consentement. Encore un mot sur la Convention d'Oviedo, parce qu'elle est intéressante. En son article 7, sont directement visées les personnes souffrant d'un trouble mental grave, est-il ajouté dès la première ligne. Il est dit qu'elle ne peut pas être soumise sans son consentement à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l'absence d'un tel traitement risque d'être gravement préjudiciable à sa santé, et sous réserve de quelques autres conditions. Et puis, on prévoit aussi en article 8 des situations d'urgence, et vous verrez qu'en matière de psychiatrie, ces situations d'urgence sont devenues une banalité. C'est un des soucis que nous pouvons tous avoir en la matière. Lorsqu'il y a une situation d'urgence et que le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourrait être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée. Évidemment, la question se pose de qui est à même de juger de ce caractère indispensable. Alors, le Code de la santé publique, qui s'applique de façon obligatoire et qui peut entraîner des poursuites judiciaires pour qui ne le respectent pas, dit que, vous le sans doutez, que la mission générale du médecin est de respecter la vie humaine, la personne et sa dignité, qu'il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité, à l'efficacité des soins,
et que lorsqu'il est amené à examiner une personne privée de liberté, ou lui donner des soins, il ne peut favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou de sa dignité. Alors voilà le cadre, apparemment et réellement contradictoire par ces différentes dispositions dans lesquelles s'exerce la psychiatrie en général et les soins sans consentement en particulier. Alors, pour essayer d'expliquer pourquoi il y a cet écart entre les textes généraux relatifs aux droits de l'homme et puis les textes relatifs à la biomédecine, je dirais qu'il y a un concept très simple à mettre en avant, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire souvent, le régime des droits de l'homme, le système juridique des droits de l'homme est un système qui est un système de droit public qui met en présence la personne et l'État. Par exemple, si telle personne torture une autre personne, le procès va être devant un tribunal correctionnel ou, et surtout, une cour d'assises, et ce sera le procureur qui prescrira, demandera au tribunal la sanction. Ce ne sera pas la partie civile, ce ne sera pas la victime, parce que dans ce cas-là, et c'est un héritage de notre période des Lumières, très heureux, on considère que dès l'instant qu'il y a atteinte fondamentale aux droits de l'homme, l'État doit être en première ligne pour les préserver et les protéger. Mais dans le système médical, et plus précisément la psychiatrie, on n'a plus seulement 2 personnes, on a 4 personnes juridiques. La personne soignée, le tiers qui l'assiste et la représente éventuellement, on a vu que c'est explicitement prévu par la Convention d'Oviedo, et le droit national français. Il y a le médecin, et puis il y a l'État, qui est là en vigilance. Et on peut imaginer, ne serait-ce que quant à la position de la personne soignée, qui est non consentante explicitement dans les soins non consentis, et le médecin, et en particulier, il y a antagonisme des visions, souvent. Et la question, c'est comment on résout et on dépasse et on trouve réponse aux questions que j'ai déjà pointées en regardant les textes il y a un instant. J'en profite pour déclencher. Hop, vite. Monter mon chronomètre pour ne pas dépasser. Alors, comment résoudre? Eh bien, quand on ne sait pas résoudre, autrefois on disait quand on ne sait pas faire, on fait appel à une commission. Théodule, eh bien, il y a des commissions qui ne sont pas seulement théodules, je sais plus, en arrière, là, voilà, en matière médicale. Et parmi celles-ci, il y a une commission que l'on a tendance à considérer comme théodule, et je vais essayer de démontrer qu'elle ne l'est pas tout à fait, la commission départementale des soins psychiatriques qui existe normalement dans chacun des départements français. Alors, pourquoi est-ce que nous, UNAFAM, nous intéressons à cette commission? C'est parce que nous avons des représentants dans la plupart d'entre elles, quasiment toutes, puisque cette commission réunit des médecins qui sont 2 psychiatres et un généraliste, un magistrat, je vais revenir sur ce point, un représentant des usagers et un représentant des tiers, donc des familles. En l'espèce, c'est presque toujours l'UNAFAM. On a fait régulièrement des enquêtes pour voir comment ça fonctionnait. La plus récente était en 2018 et qui débouchait sur ce constat assez navrant qu'un quart d'entre elles ne se réunissaient pas, un quart était peu active, les autres fonctionnaient plutôt bien, et étaient avancées comme raison par les agences régionales de santé qui avaient rempli le questionnaire, des déserts médicaux qui rendent dans certains départements problématique le fait de trouver des psychiatres ou des médecins même, déjà surchargés, les représentants des usagers et des tiers débordés par énormément d'autres activités, et une activité qui est bénévole, et puis des secrétariats des agences régionales de santé qui considéraient que parce qu'ils étaient débordés, ils ne devaient pas accorder trop d'importance à des commissions qu'ils considéraient comme un peu grattantes, on va dire, et vous verrez pourquoi. Et en mars 2019, la loi de réforme de la justice a subrepticement, en plus, donné un coup dans le dos à ces commissions en supprimant le magistrat de ces commissions qui passe donc de 6 membres à 5 membres.
pour nous, ça a été un signal d'alerte et nous avons décidé donc de lancer une enquête, mais d'une autre manière que précédemment, pas demander leur avis aux ARS, ou présidents de commission, mais directement aller regarder les rapports annuels que ces commissions sont chargées d'élaborer en application de leur mission qui est très clairement définie par la loi de santé publique, en son article L3222.5, qui en pas moins de 7 alinéas décrit ces fonctions. Alors je ne vous présenterai pas dans le détail, mais je dirais donc que déjà l'intitulé général, examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, c'est un beau programme. Et donc l'étude que nous avons menée aboutit à ce jour au fait que nous avons reçu les rapports de 52 commissions. Vous vous rappelez que la moitié donc dysfonctionne, une moitié fonctionne, donc on est bien dans la proportion de celles qui fonctionnent. Très largement, on n'est pas loin d'être exhaustif à cet égard, et que ça représente aujourd'hui 125 rapports que j'ai reçus, parce que pour certaines commissions, il y a eu des années où les rapports ont disparu, ce qui indique combien les secrétariats tenus par les ARS sont efficaces. Alors, j'ai travaillé personnellement sur ce sujet en reprenant finalement le canevas défini par la loi sur les différentes missions. Et puis, j'ai puisé dans les rapports, au fur et à mesure de ma lecture, des citations pour être le plus objectif possible et qu'on ne dise pas que l'UNAFAM cherche à manipuler et à présenter de façon biaisée le fonctionnement de la psychiatrie, car c'est le fonctionnement de la psychiatrie dans son aspect le moins connu, les soins sans consentement, qui résulte de cette analyse. Et donc, je les ai regroupés par différents thèmes: les durées d'hospitalisation, l'utilisation de l'isolement et de la contention, les conditions matérielles et symboliques du respect de la dignité, la gestion des vulnérabilités particulières, et puis les suites données au constat. Alors voilà, vous verrez en vert, ce sont les textes que je cite en mettant chaque fois le nom de la commission concernée, l'année de son rapport, et puis pour la facilité de notre exposé ce matin, j'ai surligné en bleu ce qui me semblait le plus intéressant. Donc ne cherchez pas à lire intégralement, parce que je vais essayer d'être rapide, ces textes. Mais par exemple, donc, les durées d'hospitalisation, c'est un vrai sujet, parce qu'on parle bien quand même de restriction à liberté, donc analyser sous l'angle de la durée n'est pas indifférent. Alors ces commissions furettent, je dirais, parce qu'elles ont un droit de visite très étendu, furettent un peu partout, et y compris du côté des services des urgences. Et vous voyez que pour celle-ci, on indique cette information assez ahurissante, que l'on peut rester 4 jours sur un brancard dans certains services d'urgence parce que on ne sait pas où mettre les gens. Et vous imaginez bien que sur un brancard, on ne vous laisse pas sans vous attacher. Pour les hospitalisations dans les services, par exemple, en ce qui concerne le département de l'Hérault, on indique que quelqu'un vient enfin de quitter après être resté 19 ans dans le service fermé, c'est-à-dire sans possibilité d'en sortir, alors qu'il était en soins consentis. Donc une dérive assez étonnante où les services de soins sans consentement peuvent accueillir des gens qui consentent à venir se faire soigner, mais ensuite ils se trouvent bloqués 19 ans, alors qu'ils ne relevaient pas d'une hospitalisation en psychiatrie, mais d'un accueil à un établissement médico-social. La commission a obtenu que cette personne sorte enfin. Alors, les pratiques d'isolement et de contention, qui sont peut-être ce qui a priori, nous intéresse le plus, parce que c'est là qu'on voit que les restrictions de liberté sont encore les plus fortes. Et donc, les atteintes potentielles aux droits de l'homme extrêmement importantes. Alors, ce que je vous cite, c'est presque l'exception, mais ça veut dire que le dispositif de contrôle souffre de quelques lacunes. Fort heureusement, ce que vous lisez en ce moment n'est pas la règle. Mais par exemple, dans le Cher, une personne en chambre d'isolement depuis 12 jours était en grande souffrance
et son maintien en chambre d'isolement, qui s'apparentait à un traitement inhumain, écrit la commission, ne se justifiait pas d'un point de vue médical, mais était en lien avec des fuites itératives et une intervention de représentant de l'État. Or, les textes disent clairement qu'on ne peut mettre en isolement une personne que pour des raisons médicales et jamais pour des raisons de type disciplinaire. Donc, vous voyez un détournement grave et en plus qui se traduit pour la personne qui est venue pour être soignée par de la souffrance supplémentaire et un traitement inhumain. Je signale que tous ces rapports sont estampillés par l'ARS. Donc, ça a été relu par l'Agence régionale de santé qui a laissé, peut-être à son insu, parce qu'il y a eu une lecture trop rapide, sortir une information quand même extrêmement préoccupante. Les conditions matérielles du respect de la dignité et des droits fondamentaux. Bon, on entend beaucoup parler des conditions indignes qui peuvent exister dans certaines prisons. Eh bien, vous lirez ici, mais ce ne sont que des extraits, et vraiment sur ce chapitre-là, il y a énormément de témoignages extrêmement attristants, que les conditions matérielles de séjour dans beaucoup de services fermés des hôpitaux psychiatriques sont assez proches à ce qu'il peut y avoir à la prison de Fresnes ou d'autres établissements bien connus. Par exemple, donc, un département voisin, les Yvelines, problème de fuite, d'isolation, de chauffage, situation entraînant des conditions d'hospitalisation pouvant être problématiques, voire indignes pour certains patients. Dans l'Hérault, on parle de la vétusté, de l'inadaptation de certaines chambres d'isolement, avec des seaux dans le lieu de toilette, des sanitaires hors d'âge, des portes accès moyenâgeuses, des lits à barres métalliques avec des liens mécaniques pour de la contention, non utilisés, attachés au lit et traînant au sol. Et puis on peut se dire que dans ces chambres d'isolement et de contention, on doit offrir aux patients des conditions de sécurité satisfaisantes. Eh bien, pour les Hauts-de-Seine, parce que je suis membre de la commission des droits départementale des soins psychiatriques des Hauts-de-Seine, moi je viens de quitter, j'y suis resté 4 ans. La commission est particulièrement préoccupée d'une lacune commune à tous les hôpitaux. Aucun dispositif n'existe pour relayer et amplifier un appel vocal urgent qui pourrait être lancé par un patient sujet à un malaise en contention. Donc là aussi, de grosses lacunes. Et pratiquement dans aucun établissement, sauf 2 identifiés dans ces rapports, on a trouvé de solution au problème de que se passe-t-il si quelqu'un a un malaise cardiaque pendant qu'il est attaché sur son lit de contention. Eh bien, on fait confiance au fait qu'il y a des rondes régulières des soignants, mais vous imaginez qu'il peut y avoir quelques ratés, et il y en a. Alors, vérification des manifestations symboliques du respect de la dignité des patients. Les commissions sont très attentives à cela. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La dignité, je pense que Elisabeth Prel y reviendra très largement. La dignité, c'est quelque chose d'une certaine manière impalpable, mais qui se vérifie à certains signes. La dignité, elle vient d'abord de la manière dont on se comporte vis-à-vis de vous. Et là, on voit à peu près tout et n'importe quoi, je dirais, notamment le fait que, alors on demande aux patients, lorsqu'ils arrivent en chambre d'isolement, finalement en soins sans consentement, de signer toute une série de documents. On voit que les équipes soignantes, considérant que ces gens-là ne sont pas en mesure de comprendre, etc., signent souvent à leur place. Alors qu'on doit leur remettre des documents d'information sur leurs droits, et notamment droit de recours, on ne les leur donne pas. D'autre part, nous savons bien, nos proches, que pendant la plupart du temps, les proches sont éloignés et interdits de communiquer avec le patient, paraît-il, pour le bien du patient, mais que ça peut durer et que l'accès au téléphone peut être extrêmement rationné. Et aujourd'hui, une grosse question autour du téléphone portable, au motif que les patients pourraient prendre des photos qui pourraient être diffusées sur Internet, etc. Certains établissements considèrent qu'il est absolument interdit de garder son portable quand on est dans ce genre de soins sans consentement. Et puis, ces commissions regardent aussi ce qui se passe pour les populations les plus vulnérables, et notamment les mineurs. Or, les mineurs sont souvent hospitalisés dans le quartier, enfin dans les services pour majeurs. Et par exemple, la commission de l'Eure, en 2017, signalait que, comme on veut, pour
pour la bonne cause, éviter que les mineurs aient trop de contact avec les adultes, et bien on les enferme, on les met systématiquement en isolement. Ce qui pose toute une série de problèmes puisqu'ils n'ont plus accès à aucun contact, ils ne peuvent pas bénéficier d'activités éducatives, participer aux activités disons, d'éveil et de thérapie qui sont celles proposées aux autres, etc. etc. Et tout ceci donc, se traduit par une grande souffrance, des situations à risque et une plus grande difficulté ensuite d'adhésion aux soins que pour les adultes. Pour les personnes âgées, constat dans le Loiret que par manque de place dans les établissements médico-sociaux, on maintient des personnes frappées de la maladie d'Alzheimer qui n'ont pas leur place dans les unités psychiatriques, avec évidemment aussi beaucoup de souffrance. Et puis, attention, portée aussi aux personnes de nationalité étrangère. Je peux témoigner qu'il y en a une proportion non négligeable dans les établissements psychiatriques en soins sans consentement parce que ces personnes peuvent venir d'étrangers où elles ont été confrontées à des traumatismes graves. Eh bien, constat qu'il y a des problèmes d'accès à même l'échange basique avec ces personnes, faute d'interprètes, et qu'elles ne comprennent pas grand-chose à ce qui leur arrive. On ne peut même pas leur notifier leurs droits et les décisions du juge des libertés et de la détention. Alors, les commissions ont la possibilité de recevoir des plaintes, de rencontrer les patients lors de leur visite et de consulter les dossiers médicaux, car elles sont composées pour moitié, mais un peu plus maintenant, de médecins. Et donc, ces commissions relèvent toute une série d'anomalies qui peuvent être graves, comme celle-ci, par exemple, relevée dans le Var. C'est que, alors qu'il doit y avoir, pour vérifier que vraiment il est utile de garder quelqu'un en soins sans consentement au-delà d'une certaine durée, au-delà d'un an, c'est la période où s'arrête le contrôle du JLD de façon systématique. Il doit y avoir réunion d'un collège de soignants, 2 médecins plus une autre personne, pour vérifier véritablement, en recevant le patient qui a nécessité de le maintenir, et bien on constate que dans certains départements, on se passe de cela, et que donc on ne réunit pas le collège des soignants, et qu'on maintient la personne indéfiniment, simplement sur la décision du médecin soignant qui est la personne en main depuis un certain temps. Je peux vous dire que dans le 92, j'ai relevé la même chose très récemment. Donc, ça n'est pas si rare. Alors, que font les commissions? Elles ont un pouvoir théorique qui est de décider de lever la mesure et de permettre à la personne de quitter les soins sans consentement. En fait, ce pouvoir est très, très limité parce qu'on a l'expérience que lorsqu'elles le font, les soignants qui estiment que c'est une mauvaise décision et qu'eux seuls savent que c'est une bonne décision, décident de réintégrer la personne. Aussi, les commissions ont généralement compris leur mission comme plutôt une mission de plaidoyer, de mise en relation d'établissement de relations avec les médecins, de discussion avec les médecins. Et on voit même que certaines se trouvent invitées à jouer un rôle de médiation par rapport à une autre autorité que sont les préfets, parce que pour toutes celles qui sont admises dans ce qu'on appelle la procédure des soins à la demande des représentants de l'État, ce qu'on appelait autrefois les HO, parce qu'elles arrivent entre 2 gendarmes, 2 policiers, parce qu'elles ont commis des désordres à l'ordre public. On voit que les préfets ensuite sont très réticents à relâcher les personnes, et même lorsque les médecins demandent que l'on mette fin à la mesure, eh bien, il y a des demandes de réexamen du dossier, on tarde, et même on refuse les sorties et permissions. Je peux vous témoigner que j'ai connu un cas où le préfet a refusé la sortie pour une permission d'une personne dont l'épouse accouchait. Donc, il n'a pas pu voir le bébé pour une telle décision. Eh bien, les commissions interviennent auprès des faits pour dire que ça leur semble anormal et qu'il faut accepter de reconnaître que les médecins lorsqu'ils demandent une sortie, ont pris quelques garanties. Je suis proche de la fin, rassurez-vous, et je vous dirais aussi qu'une autre méthode d'action des commissions, ça a été de faire alliance de facto avec le contrôle général des lieux de privation de liberté. Le contrôle est né en 2006. Alors,
entre parenthèses, ça a aussi fait partie de mes attributions, puisque c'est l'application d'un texte international, qui est le protocole additionnel à la Convention torture. Et donc, ce contrôle général qui visite depuis un certain nombre d'années très régulièrement les services psychiatriques, les observations, et plusieurs commissions, je vous donne là 2 exemples, eh bien, assurent une sorte de suivi bénévole du travail du CGLPL, lequel, en général, ne repasse pas dans un même service avant 5 ans, alors que les commissions ont l'obligation théorique d'aller au moins 2 fois par an dans le même établissement psychiatrique pour observer la façon dont se manifeste le respect des droits de l'homme et de la dignité. Donc, remarque par exemple, le second exemple cité, dans le Loiret, eh bien, ces aspects symboliques de la dignité, hein, le port du pyjama, qui souvent est considéré comme une obligation pendant toute la durée des séjours dans certains services. Le CGLPL en fait la remarque et considère que ça n'est pas acceptable, demandant que ça ne dépasse pas 48 heures. Et les CDSP se sont presque tout alignés sur cette idée et demandent avec insistance qu'on respecte ce type de normes symboliques d'un certain respect de la dignité. Alors j'en viens à ma conclusion. Je regarde quel temps j'en suis. Il reste 6 minutes. Je m'étais fixé 25 minutes d'intervention. Alors la question était, est-ce que les soins sans consentement en psychiatrie sont compatibles avec le respect des droits de l'homme? Alors de ce que je viens de vous dire, évidemment, vous vous êtes tenté de dire eh bien non, puisque ça se passe vraiment de façon scandaleuse dans certains établissements. Le législateur, vous l'avez vu dans les phrases parfois apparemment contradictoires que j'ai citées au tout début, dans les textes, qu'il s'agisse du législateur national ou international, a manifesté beaucoup d'inquiétude sur la manière dont, dans le cadre qui est un peu une boîte noire, des soins sans consentement pourrait réellement s'exercer un véritable respect des droits de l'homme et de la dignité. Et donc, il a multiplié les réformes. Il y en a eu encore en 2011, il y en a eu avec la loi de santé de 2016, créant le registre des l'isolement et de la contention. 2011, c'était la création l'intervention du GLD. Et puis, suite à une question prioritaire de constitutionnalité récente, et il y a à nouveau un projet de loi qui devrait élargir le rôle du JLD dans le contrôle de l'isolement, en l'étendant au contrôle de l'isolement et de la contention. C'est quand même le signe très clair qu'il est très très difficile de trouver la juste mesure entre le pouvoir médical et puis le pouvoir citoyen qui se manifeste à travers des tiers qui peuvent être aussi bien d'autres magistrats, le contrôle général des lieux de privation de liberté, la CDSP, d'autres médecins faisant partie de cette commission. Alors en fait, si on y réfléchit et qu'on regarde l'ensemble des acteurs qui surveillent ces soins sans consentement dans les hôpitaux, on voit que progressivement s'est pensé une sorte d'équilibre qui devrait être organisé et concerté entre 4 acteurs que j'ai déjà cités, le patient, le tiers qui peut le représenter d'une façon ou d'une autre et qui de toute façon le représente au moment de la mission en soins sans consentement, les soignants et puis l'État. Mais ce quadrige ne remplit pas parfaitement son office. Le patient est souvent chosifié, les juges sont cantonnés à un pouvoir formel, ils n'ont pas le droit de porter un avis sur la partie médicale du dossier. Les tiers individus, je pense aux familles comme les familles dont je fais partie, sont sans pouvoir dès qu'elles ont signé une demande d'hospitalisation. Les tiers collectifs, comme la commission départementale des soins psychiatriques, ont du mal à accéder aux informations. Je vous ai passé toute une série de citations qui disent « c'est bien gentil, on a créé un registre de l'isolement et de la contention, mais il est tellement compliqué parce qu'il est sur informatique, il est tellement conçu de façon fragmentaire qu'il est impossible d'avoir une vision d'ensemble. » Et s'ajoute à ça un phénomène assez intéressant, c'est qu'on a créé, en 2011, si je ne m'abuse,
une procédure nouvelle d'admission qui devait être exceptionnelle. Lorsqu'on lit les textes préparatoires au Parlement, c'était une procédure vraiment qui devait être utilisée de façon rarissime. L'admission pour péril imminent, eh bien aujourd'hui, en moyenne, elle représente 30% des admissions, ce qui atteste du malaise, notamment des tiers que sont les familles, car souvent, au moment où les personnel médical demande aux familles de soigner, celles-ci disent non, parce que ça va me créer trop de problèmes avec mon tiers, lorsqu'il sera mon fils ou mon proche, lorsqu'il se rendra compte que c'est moi qui ai demandé son admission. Alors, conclusion, certes, les soins sans contentement sont difficilement compatibles avec les droits humains. C'est une privation de liberté qui concerne près de 100 000 personnes par an. Alors, souvenez-vous d'un petit comparaison qui n'est pas raison, mais qu'actuellement, il y a à peu près 70 000 personnes en prison. Donc, on est sur des ordres de grandeur qui se ressemblent. À la privation globale de liberté des soins sans consentement s'ajoutent 2 privations de liberté supplémentaires. L'isolement, dont on vient de voir qu'il touche, qui touche en moyenne un tiers des personnes. On les place pour un tiers d'entre elles systématiquement en isolement. Alors, certains ratios sont plus faibles parce qu'on compare seulement aux hospitalisations complètes, mais les programmes de soins, c'est-à-dire le moment où on permet à la personne de rentrer chez elle, mais avec une obligation de pointer régulièrement dans un CMP pour s'assurer qu'elle poursuit ses soins, c'est aussi une forme de privation de liberté. Donc, c'est ça le bon ratio, donc ça donne un tiers. La contention, alors on n'a pas de statistiques parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore réussi justement à faire l'agrégation de tous les registres. Mais si on prend par exemple l'information qu'on a sur l'hôpital Sainte-Anne, c'est à peu près 2 personnes qui entrent. Dans les Hauts-de-Seine, j'ai pu regarder de près, ça va selon les établissements de 1% à 6% des personnes, ce qui est considérable si vous le rapportez éventuellement à 100 000 personnes. Mais la véritable réponse, vous le savez, c'est d'abord dans une évolution de la psychiatrie qui serait une révolution, faisant des soins sans consentement une véritable exception et en leur sein la pratique d'isolement une rareté et en éliminant la contention. Donnant la priorité aux soins ambulatoires et au domicile avec des interventions beaucoup plus précoces, parce que si les gens arrivent extrêmement agités, extrêmement réactifs à l'hôpital dans le cas des soins sans consentement, c'est parce que tous les messages envoyés par les personnes, par leurs proches, demandant des secours, restent dans le système français en général inertes, sans réponse. Les CMP ferme le week-end. Alors, j'ai fini 25 minutes, c'est parfait. Donc, intervention ambulatoire nécessaire. Un suivi plus personnalisé pour des raisons largement historiques. Beaucoup d'hôpitaux psychiatriques se contentent de chimiothérapie, avec très peu de thérapies complémentaires de type cognitif et comportemental. En reconnaissant et en faisant beaucoup plus de place au dialogue avec les usagers, et une des formes devrait être notamment l'introduction systématique ou généralisée des pairs aidants, l'éducation thérapeutique des personnes et des proches. Et dans l'attente de cette révolution, à laquelle nos associations Argos 2001 et UNAFAM travaillent main dans la main, il importe de donner aux dispositifs de contrôle les moyens de mieux remplir leur office, dont les CDSP, qui sont à la fois des vigiles du respect des droits dans cet espace très particulier que sont les soins sans consentement, et qui fonctionnent aussi comme des comités d'éthique, engageant le dialogue avec les soignants pour essayer de les faire réfléchir à leurs pratiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je n'entends rien. Merci Michel, merci pour ce très bel exposé, si vivant, si humain, sur un sujet particulièrement difficile que certains connaissent de l'intérieur chez nous, d'autres moins. Donc vraiment un grand merci de cette perspective large. Je dois dire que vous avez évoqué plusieurs thèmes, plusieurs sujets, dont celui du CGLPL. Je voudrais saluer ici la présence dans la salle de Monsieur André Ferragne, qui est le secrétaire général du CGLPL et qui représente Madame Dominique Simoneau, récemment nommée en remplacement de Madame Adeline Hazan. Voilà.
Nous allons laisser l'espace de parole à Elisabeth Leprel. Je veux dire par là également que nous prendrons les questions à la fin de la table ronde, si nous en avons, dans la mesure du temps qui restera disponible, puisque nous sommes vigilants sur l'horaire et sur la pause qui a été annoncée. Voilà. Elisabeth, donc je vais laisser la parole à Eliane qui va nous présenter. Merci à Monsieur Doussin d'abord. Et maintenant, je vais laisser la place à Elisabeth Leprel, qui est, comme moi, anesthésiste réanimateur. Nous avons travaillé pendant des années ensemble dans le même hôpital. Mais Elisabeth ne s'est pas contentée de s'occuper d'anesthésie-réanimation, une profession qui est maintenant très admirée depuis le Covid. Elle s'est intéressée à la bioéthique, à l'enseignement des infirmières, à la fin de vie, et maintenant elle s'intéresse aux personnes âgées maltraitées, à toutes les personnes maltraitées, donc à nous de temps en temps. Et elle a aussi l'avantage, parce qu'on ne l'arrête jamais, d'être philosophe. Elle est docteur en philosophie et elle va nous donner son point de vue du philosophe sur Elisabeth, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, je veux bien la première diapositive. Il va arriver. Merci beaucoup. Donc, je suis, comme le disait Eliane, je suis bénévole à l'association Alma Paris, Allo Maltraitance, pour les personnes âgées et les adultes majeurs handicapés. Alors, je vais vous parler de la dignité et de la liberté de l'être humain sur un plan philosophique et j'essaierai de ne quand même pas trop m'éloigner de la problématique réelle du terrain, comme Michel vient de nous l'exposer avec toutes ces lois dont j'ai pu découvrir le libellé pour certaines d'entre elles. La suivante. Alors, à l'origine des dignités, dans l'Antiquité, la dignité, c'est une fonction publique exercée, par exemple être sénateur. Chez les stoïciens, mouvement qui a été créé par Zénon de Kition, peu importe, on en a plus que quelques fragments, la dignité, c'est un idéal de vie, c'est ce qu'on va chercher à atteindre par une maîtrise totale de soi, une certaine indifférence à tout ce qui peut nous arriver, tout ce qui peut nous entourer. C'est quelque chose de très froid. Et puis, avec saint Thomas d'Aquin, on passe dans un autre registre puisqu'on est rendu digne par les actes qu'on va effectuer. C'est-à-dire que la dignité, on pourrait imaginer qu'elle va se construire tout au long de la vie par ce qu'on va en faire. Il y a toutefois un sentiment moral de la dignité et je le retrouve de façon qui me touche beaucoup chez Antigone. Antigone qui, pour préserver sa dignité de femme, en Antiquité, c'était sûrement pas très facile, contre toute volonté et au péril de sa vie, elle va en mourir, décide d'enterrer son frère parce que la valeur qu'elle retient pour conserver sa dignité, c'est que l'on doit donner des sépultures aux défunts. J'y suis très sensible en ce moment à cause de la manière dont on enterre les personnes qui décéderaient du Covid. Alors la dignité, c'est à la fois un regard qu'on porte sur soi-même et c'est aussi le regard que les autres portent sur nous. La suivante. Alors, c'est parce que toutes ces dignités sont contingentes à des actes, à des moments de la vie, que la philosophie des Lumières, donc quand même 17 siècles après, 16 siècles après, va définir la dignité comme valeur absolue, non quantifiable, non échangeable. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit essentiellement à Emmanuel Kant, qui écrit, donc essentiellement, qui définit tout ça dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Toutes les personnes ont la même dignité. Voilà, donc c'est très simple. Cette dignité, elle se traduit comment? Elle se traduit par l'autonomie de la volonté législatrice, c'est-à-dire que c'est de ma propre volonté autonome qui va dire les lois, bien entendu déléguées à des députés qui vont les promulguer. On a vu avec Michel qu'il ne s'était pas privé d'en promulguer beaucoup. Et puis cette dignité,
c'est aussi la capacité rationnelle à s'imposer une contrainte morale. Kant est obsédé par « il faut faire le bien, il faut faire son devoir ». Et c'est bien si c'est universalisable, si tout le monde doit le faire. Alors, il y a évidemment là un gros bug parce qu'on ne tient pas du tout compte des différentes cultures des personnes. La suivante. Alors, la liberté de l'être, elle est intéressante parce que c'est Pic de la Mirandole, un jeune homme aux environs des années 1250, il a à l'époque 23-24 ans, qui reprend le mythe de Prométhée. Vous savez, Prométhée, on demande en tout cas à son frère Épiméthée de distribuer tous les biens en créant les hommes et tous les animaux, puis il ne reste plus rien. Quand on arrive à faire l'homme, Prométhée reprend la main, donne à l'homme le feu, la technique. Et Pic de la Mirandole, c'est le premier qui a l'idée de lier la liberté à la dignité de l'homme. Donc les deux resteront liés pour toujours depuis cette époque. Rousseau le reprend. Voilà, il y a la nature qui fait toutes les opérations de la bête, mais l'homme, lui, c'est un agent libre. Il est capable de réfléchir, il est capable de prendre des décisions. Et Sartre va encore plus loin. L'homme est libre de choisir ses valeurs, et c'est parce que l'homme choisit ses valeurs qu'il va construire sa vie, qu'il va inventer sa vie. C'est-à-dire qu'on va sortir de l'idée qu'il y a une essence divine qui va prévaloir à tout ce que l'homme va faire. C'est donc l'exercice de la liberté qui garantit, ce serait mieux s'il n'y avait pas de faute d'orthographe, qui garantit la dignité. La suivante, il se trouve que cette liberté, évidemment, elle est limitée puisqu'on vit en société et c'est la norme sociale qui va définir les limites de la liberté. On retrouve ça chez Rousseau. Bon, on connaît tous ça, mais ce qui est intéressant dans ce petit bout de phrase que j'ai extrait du contrat social, c'est que les limites de la liberté sociale, elle a pour garant cette limite la force publique. On a bien vu la place du préfet dans tous les textes réglementaires. Alors, ces lois qui vont régler notre vie sociale, elles vont définir ce qui est permis, elles vont définir ce qui est interdit, puis bien sûr ce qui est entre les deux. Alors, on en fait un peu ce qu'on peut et ce qu'on veut. Et puis, il y a un philosophe récent, du XXe siècle, fin du XIXe, qui lui va venir mettre la pagaille là-dedans. Bon, il est très décapant, on n'est pas obligé de le suivre tout du long de sa pensée, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelles sont les valeurs qui sous-tendent les choix? Eh bien, pour moi, c'est à peu près tout ce qu'on a entendu dans le topo de Michel, c'est la valeur du plus fort qui détermine les choix. Le plus fort, c'est celui qui a les clés, c'est celui qui a la seringue, c'est celui qui a la loi derrière lui, donc le préfet, qui peut décider. Et on voit bien qu'à ce moment-là, toute notre liberté, tout ce qui constitue notre dignité est mis à mal. La suivante. Alors, cette liberté individuelle en société, comment est-ce qu'on peut l'exercer? Eh bien, on l'exerce en essayant le plus possible de respecter les droits humains. Toutes ces définitions, Rousseau, Kant, c'est des gens qui sont contemporains de la Révolution française, donc de la première écriture des droits de l'homme. Alors, comment ça se traduit dans la vie? C'est la liberté du corps, la liberté d'aller et venir, la liberté de choisir son lieu de vie, la liberté d'être seul ou avec les autres. C'est la liberté de l'esprit, la liberté de penser quand on n'est pas assommé de médicaments qui vous interdisent d'associer deux idées. C'est la liberté de dire, c'est la liberté de choisir, et tout ça présuppose bien sûr la liberté de savoir, donc d'être informé. Alors, si toutes ces libertés n'étaient pas bafouées, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de cette circulaire de 95 qui nous parle du respect de l'autonomie et du principe de consentement. Moi, je prétends que dès qu'on fait ce genre de texte, c'est qu'on a enlevé aux personnes leur liberté de faire. Cette circulaire, elle a un autre nom, c'est la charte du patient hospitalisé. Alors déjà, le mot charte est très mal choisi. Mais voilà, alors il faut que la personne consente librement et soit éclairée, c'est-à-dire qu'on lui ait expliqué les choses clairement. On voit bien que pour les étrangers, quand on ne parle pas leur langue, c'est difficile. Et on rajoute qu'aucun
être pratiquée sans le consentement du patient. Et là, on revient dans quelque chose qui génère beaucoup de suspicion. C'est hors le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel il n'est pas à même de consentir. Mais qui dit que le patient n'est pas à même de consentir? Globalement, on le sait bien, c'est le médecin. Et le patient, on ne va pas lui demander. Alors, je sais bien qu'il y a des états où il ne peut pas consentir. Quand vous avez un gros accident, vous êtes dans le coma, vous ne pouvez pas consentir. On va essayer de vous sauver la vie, puis après, on pourra discuter. Après, et il faudra discuter. Mais c'est après, on voit bien aussi qu'il est gommé. La suivante. La suivante. Voilà. Alors, j'ai essayé de relier tout ça parce que je suis un peu, je pense que les conditions sociales conditionnent aussi un petit peu tout ça. Je suis assez structuraliste en philosophie. J'ai un peu regardé le statut de la maladie dans la société. Alors d'abord, elle est liée au sacré. Ça fait hurler Hippocrate, qui dit non, pas du tout, mais peu importe, cette maladie, elle va rester sacrée tout du long du Moyen-Âge, donc bien après Hippocrate. Et puis, ce qu'on va voir apparaître dans des textes de loi anciens, ça explique probablement tout ce qui se trame aujourd'hui. La loi du 30 juin 1838, vous l'avez peut-être oublié, ça n'a plus d'importance, elle travaille sur la psychiatrisation des conduites humaines. J'y reviendrai, je vous montrerai les 3 éléments qui interviennent là et qui font que la psychiatrie devient un élément de l'hygiène publique. Abrogation de cette loi, à votre avis, quand? 1968. Donc une loi qui dure 130 ans. C'est Dieu, ça explique peut-être pourquoi on a autant de mal à s'en séparer. Et puis, dans les mêmes années, donc on est dans le 19e siècle, c'est un siècle qui bouge beaucoup, on va voir apparaître la norme des conduites humaines. Il y a ce qui est volontaire et ce qui est involontaire. Et on sait bien que ça donnera naissance à tous ces jugements après. Est-ce qu'on a fait ces actes volontairement ou involontairement? Et ça va être un des grands supports de la justice. Et puis, avec le 19e et le 20e siècle, on va voir apparaître le rôle des comportements et puis la place de la génétique qui vont arriver et qui vont peut-être faire un petit peu bouger les choses, mais en tout cas, très lentement, un peu à la vitesse de notre justice qui n'avance guère. Alors, allons voir le statut de la psychiatrie, la suivante. La psychiatrie, c'est un mot qu'on voit apparaître en 1802 et qui apparaît dans le dictionnaire de l'Académie en 1842. Auparavant, en effet, avant, on parlait, et on a vu que ça a été encore dans un texte de loi, on parlait d'aliénistes. Alors, je vous ai dit qu'il y avait ces 3 ordres, ces 3 références sur lesquelles s'appuie la psychiatrie, et on les retrouve aujourd'hui. On retrouve cette référence administrative, avec un ordre contraignant. C'est le préfet, c'est la police. Elle s'appuie sur un référent familial. Alors, n'oublions pas qu'à l'époque, les relations intrafamiliales étaient définies par des normalités. On devait aimer ses parents, on devait aimer ses enfants. Quand ça ne se passait pas bien comme ça, quand on dilapidait la fortune familiale, ce n'était pas normal non plus. Voilà, on pouvait se retrouver dans ce qui s'appelait peut-être plus tout à fait à l'époque l'hôpital général, mais enfin hôpital général dans lequel il y avait des oubliettes et des culs de basse-fosse, et où le directeur de l'hôpital avait tout droit sur vous, y compris de vous taper dessus si vous ne vouliez pas faire ce qu'il fallait faire. Et puis, 3e référence, c'est la référence politique. On est au 19e siècle, il y a toutes les révolutions, 1830, 48, 70, les guerres, et là, la psychiatrie se lie très fort à l'ordre judiciaire, à tel point que Michel Foucault conclut en disant « c'est comme une précaution sociale et comme hygiène du corps social tout entier que la psychiatrie s'est institutionnalisée ». Et dans cette phrase, et Michel Foucault est quelqu'un qui était très révolté contre tout ça, on ne voit pas apparaître la personne et on ne voit pas apparaître sa famille, c'est le corps social tout entier et l'institution. La suivante, on va aller de pire en pire, la diapo suivante, c'est le DSM-5. Alors, c'est une classification américaine et j'aurais aimé qu'elle restât en Amérique.
Elle est contestée dès avant sa publication, l'an 2000, avec une dernière version en février 2015. Alors moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est ce qu'on y trouve. Je ne suis pas du tout psychiatre et j'y connais rien en psychiatrie. On y trouve les troubles liés à l'usage de substances. Bon, l'alcool, les drogues. Et puis après, la schizophrénie, les troubles du spectre autistique, les troubles bipolaires. Bon, je veux bien comprendre que tout ça soit dans le champ des psychiatres, mais on y trouve aussi les troubles de la personnalité antisociale. Peut-être que ce qu'on appelait l'ours avant, le narcissique. Peut-être que politiquement, on aurait quelques exemples d'antisociaux narcissiques. Des troubles de l'attention, l'hypersexualité. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce grand sac? Qu'est-ce qui est pathologie là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas pathologie? Où est la souffrance du patient? Où est la défense de la société? Qu'est-ce qu'on va privilégier comme valeur? En gros, où est la limite? Et où est-ce qu'on va en allant là-dedans? Alors, quittons cette abominable diapositive et allons regarder un petit peu comment tout cela interfère sur nos dignités au pluriel, notre dignité au singulier et nos libertés. La mise à mal des dignités, c'est les mots qui blessent, les concepts d'un autre âge et les images qui stigmatisent. J'ai repris trois choses que j'ai pu entendre, trois bouts de phrases, dans le RERB du temps où je le prenais entre Châtelet et Stade de France. Bah, t'es fou, t'es pas dingue, faudrait t'enfermer. Voilà. Bon, ben ça, c'est quand même pour moi d'une grande violence. Je vous montrerai ce que ça représente pour moi sur la diapo suivante. Il y a les comportements qui blessent, on n'est pas écouté, mis dans le vent. Je te mets dans le vent, disait-il aussi dans ce métro. On n'est pas entendu, on a des tenues dégradantes. J'ai appris que le port du pyjama a été réglementé. Je trouve ça, comment vous dire, d'un autre univers. Et puis les traitements imposés. Et avec tout ça, toutes ces dignités, elles font naître les sentiments de honte, la perte de l'estime de soi, parce qu'on ne peut plus penser ni exprimer son avis, et on ne peut même plus oser l'exprimer quand on en a un. Et ça, je trouve ça terrible. La diapositive suivante va vous montrer ce que je pense de tout ça. Voilà. Pour moi, c'est ça. Voilà. La suivante. Alors, la mise à mal de la dignité. Et c'est peut-être encore plus grave. Je n'ai pas tellement insisté sur le fait que Kant, quand il définissait la dignité, parlait de personnes raisonnables. Bon, très bien. Mais on se trouve aujourd'hui avec plein de philosophes post-kantiens, j'en ai relevé deux, ils sont américains, c'est Engelhardt et Tooley, qui remettent en cause la notion de personne quand la raison va disparaître. Alors, je ne vous citerai pas leur texte, puisque, à ma connaissance, Tooley est peut-être traduit, mais pas Engelhardt. Et Engelhardt dit clairement que quand on n'a plus sa raison, ben on n'est pas des personnes, donc on ne relève plus des lois. Et un des exemples qu'il donne, c'est que tuer un nouveau-né, ce n'est pas grave, parce qu'il n'a pas sa raison, c'est un nouveau-né. Et tuer un vieux gâteux, ce n'est pas grave non plus, parce qu'il est vieux, qu'il est gâteux. Il parle de dément, il est quand même plus élégant. Mais je trouve ça extrêmement grave, parce que qu'est-ce que c'est que perdre la raison? Et je pense que là, il y a quelque chose, en tout cas, que l'ensemble des gens qui font un peu de philosophie regardent avec beaucoup de méfiance et d'attention. La dignité, on a vu que c'était la volonté légiférante. Ben, il y a des lois qu'on n'accepte pas, on l'a vu, dans leur fond, et il y a des lois, surtout, qu'on n'accepte pas dans leur mode d'application. Mode d'application, soit parce qu'ils sont méprisants, soit parce qu'ils ne sont pas réels. On a bien vu que tous ces contrôles mis en place n'étaient pas possibles. Moi, je suis très branchée sur le mode d'application des mesures de protection juridique, tutelle, curatelle, et où on voit bien que ces modes d'application, moi, je ne les accepte pas. Un médecin qui va dire « il faut le mettre sous protection », il est qui celui-là pour avoir cette connaissance? Alors, je me suis tournée vers le dernier, peut-être grand philosophe qui a écrit sur la théorie de la justice. Et son intérêt, c'est qu'il y a un grand chapitre sur le respect de soi.
Et il dit que le respect de soi, c'est un bien premier et qu'aucun de nos comportements sociaux ne doit venir l'altérer. Et ça, pour lui, c'est le principe fondamental de la justice. Alors, depuis à peu près 2005, on l'a vu, on assiste à des multiplications des lois, heureusement, qui demandent de tenir compte le plus possible de l'avis des personnes, de leur consentement, mais enfin, on a bien vu que dans la réalisation pratique, ça ne se passe pas. La diapositive suivante. Alors, la liberté. Les dignités, on a vu qu'elles étaient mises à mal, la liberté aussi. Ça a commencé au 19e siècle avec Gall et la phrénologie, vous avez tous connu ça, il a la tête il a la tête du criminel. Aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu ressurgir le gène de la criminalité. Il y avait un espèce de déterminisme de morphologie. Ça a été tout à fait repris par le nazisme. Puis on a eu toute la littérature de l'atavisme avec Zola. Les parents boivent. La plaisanterie dit les enfants trinquent. Mais enfin, voilà. Il y avait comme ça un espèce de continuum de ce qui pouvait être observé. Aujourd'hui, la liberté, on peut la confronter à la génétique et s'interroger. Quelle place les gènes jouent-ils dans nos comportements? Quelle place partagent-ils avec notre milieu environnemental? Si, comme certains voudraient nous le faire croire, les gènes décidaient de tout, alors on ne serait libre de rien. La génétique, je crois que c'est à la fois un espoir pour des thérapeutiques qui vont aider les personnes, mais je pense que mis dans les mains de politiques fous, ce serait un véritable danger. Alors, la dernière diapositive pour conclure. Finalement, dignité, liberté, pour des personnes qui vivent en société, c'est la question de l'autre. La question de l'autre, c'est deux grands philosophes qui l'ont traité, Emmanuel Lévinas, pas facile à lire, et Paul Ricoeur. Et je voudrais finir en posant trois questions. Quelle peur exprime-t-on face à celui ou celle qui ne se comporte pas dans la norme? Qu'est-ce que c'est qu'un comportement ou une parole indigne? Que fait la société de nos libertés, de nos comportements à travers les textes de loi? Jusqu'où peut-elle aller sans tenir compte de l'avis des personnes concernées? Ça, ce serait presque du vivant de la fin de la semaine dernière. À quelle image les concepts et les mots nous renvoient-ils quand nous ne les avons pas éprouvés comme une philosophie concrète, une morsure du réel? Alors, cette morsure du réel, je ne la connais pas. Je n'ai pas de pathologie évidente, identifiée. Et Liane pourrait vous dire que de temps en temps, je yoyote, mais c'est comme ça, c'est parce que c'est mon ami. Mais je pense que cette philosophie concrète, cette morsure du réel, Blandine, qui intervient, va, elle, pouvoir vous en parler. Et donc, moi, je vais me taire. Merci beaucoup et de m'avoir invité et de m'avoir écouté. Elisabeth, merci beaucoup. Alors, je vais te dire comme d'habitude, quand je comprends, c'est que c'était bien. Voilà. Bon, non, parce que nous as quand même fait découvrir à peu près tout sur le sujet. Je connais ton engagement pour la liberté et le respect de la dignité. Et effectivement, comme tu l'as dit maintenant, eh bien, on va passer au concret avec le témoignage de Blandine qui, en fait, va nous faire rentrer vraiment dans ce qui se passe, dans ce qu'a décrit à la fois Michel et ce que tu as dit. Blandine, tu vas te présenter toi-même. À toi. Merci beaucoup Eliane. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler de l'hospitalisation sous contrainte ou l'hospitalisation sans consentement. Je m'appelle Blandine, j'ai 60 ans, je suis jumelle, je suis mariée et j'ai 2 filles de 30 et 27 ans. J'ai été chercheur en neurochimie et puis j'ai travaillé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique et je suis retraitée depuis octobre dernier et depuis je suis bénévole à Argos. J'ai été diagnostiquée d'un trouble bipolaire en 88 à mes 28 ans et j'ai eu 16 hospitalisations dont une spontanée d'1 semaine et 15 hospitalisations à la demande d'un tiers, en l'occurrence mon conjoint.
Ces hospitalisations ont débuté en 88 au MacArthur Hospital à Washington où je travaillais, après un virage maniaque. Le diagnostic a été déposé d'emblée de bipolarité et le psychiatre à l'époque m'a dit que je serais sous lithium à vie. Je suis rentrée en France et là j'ai consulté 2 psychiatres qui m'ont dit que tout ça était très américain et que je n'avais pas besoin de traitement. Et finalement, 5 ans après, en 1993, à la naissance de ma 2e fille, j'ai fait un autre virage maniaque et j'ai été hospitalisée en secteur fermé à Sainte-Anne avec aucune visite, aucun contact extérieur, une sortie de jardin limitée. Cette hospitalisation a été très difficile pour moi, d'abord parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais, comme en 88, que c'était dû à un surmenage, je travaillais beaucoup, et j'étais séparée de ma fille. Et de 95 à 2017, j'ai eu 14 hospitalisations en secteur ouvert à Sainte-Anne. J'ai représenté sur ce graphique ces hospitalisations en fonction des années et en fonction de la durée d'hospitalisation. Donc on peut voir qu'à la suite de 93, en 95 et en 96, j'ai été hospitalisée 3 fois, et ceci parce que je voyageais beaucoup, j'avais beaucoup de décalage horaire. Le diagnostic étant posé, j'ai tout fait pour éviter ces décalages horaires, d'abord en voyageant un peu moins et en étant beaucoup plus observante au traitement. Dans les années suivantes, en 2002 et en 2006 et en 2017, j'ai été confrontée au deuil de 3 proches dans ma famille et ces grandes émotions, j'ai du mal à les gérer et je sais qu'à l'avenir, je dois les gérer de mieux en mieux. Comment se passe une HDT? J'ai découpé cette slide en 3 semaines puisque c'est la durée moyenne de mes hospitalisations. À l'arrivée à Sainte-Anne, il y a une remise du livret d'accueil. Ce livret d'accueil est très bien documenté. Il y a une foule d'informations, mais c'est à lire seul. Il n'y a aucun accompagnement. En secteur ouvert, ce qui est bien, c'est que la sortie du jardin est libre, donc on peut aller et venir. La première semaine se passe en pyjama. Moi, ça ne m'a pas posé de problème puisque j'étais à l'hôpital. Ce qui m'a posé problème, c'est que j'ai été dépossédée de mes affaires personnelles et ça, c'est très difficile. Elles sont toutes mises sous coffre et ne sont récupérées qu'à la fin de l'hospitalisation. Le traitement est lourd la première semaine et la sédation est importante. Elle est difficile cette première semaine parce qu'il n'y a aucune visite, aucun contact à l'extérieur, aucun atelier. Et il ne faut pas oublier que l'on sort d'un virage maniaque avec beaucoup d'activités. Donc c'est difficile de se retrouver à rien faire. La deuxième semaine, l'hospitalisation s'assouplit, les vêtements de ville sont autorisés, il y a un ajustement du traitement et la sédation est moins importante. Les visites sont autorisées avec des visites limitées, ainsi que les contacts extérieurs et la participation aux ateliers est limitée. Et la troisième semaine, c'est la préparation à la sortie. Donc là, tout est ouvert, les visites sont journalières, les contacts extérieurs sont nombreux et les ateliers sont libres. Il y a aussi un ajustement du traitement. Les activités à l'hôpital sont nombreuses et variées et moi, je dois dire qu'à l'hôpital, je me suis bien amusée. Il y a les ateliers qui sont organisés par l'hôpital sous la supervision de psychothérapeutes. Ça permet d'échanger avec les patients, ça permet de créer, ça permet tout un tas de choses qui est très importante. Les activités patients sont aussi nombreuses dans le jardin avec du yoga, de la gymnastique, de la poésie, du partage de livres, des activités artistiques. Et les échanges verbaux sont nombreux et variés. Donc, on n'est pas seul à l'hôpital, on est très entouré, pas toujours de l'équipe médicale, mais au moins des patients. Ce qui est très important, c'est dans les échanges verbaux, c'est la préparation
à l'entretien assisté ou non d'un avocat avec le juge des libertés et de la détention, après 12 jours d'hospitalisation, avec prolongation d'hospitalisation de 12 jours ou levée de l'hospitalisation. Cette préparation est très stressante et on passe avec un avocat commis d'office qui en 15 minutes vous fait un portrait, qui rend compte au juge et en général on ne se reconnaît pas dans ce portrait, on ne sait pas de quelle personne elle parle. De quoi j'ai souffert le plus en HTT? Paradoxalement, de l'isolement et de la promiscuité, du silence pesant qu'il y a dans les couloirs, mais aussi les cris et les hurlements, des heures entières d'inactivité à attendre, les accès violents de patients, et toutes les pathologies sont représentées et il y a peu de troubles bipolaires, donc on se reconnaît peu dans ses pairs. La course à la cigarette est effrénée, et il y a une quasi-absence d'explication par les infirmiers sur l'hospitalisation et les traitements. Les mouvements d'humeur du personnel non soignant sont aussi fréquents et il y a une grande difficulté à rencontrer le psychiatre en dehors des consultations planifiées. Et après l'HTT, il n'y a aucun relais. Pour les proches, il y a un fort sentiment de culpabilité et il y a une méfiance réciproque, les proches sont sur leur garde. Et pour le patient, il y a une reminiscence de l'épisode avec honte, la nostalgie de la phase hypomaniaque et maniaque qui est fréquemment suivie d'un état dépressif. L'arrêt brusque des activités de l'hôpital n'arrange rien et il y a un aménagement ou un changement de traitement qui fait qu'on a affaire à de nouveaux effets secondaires et une nouvelle prescription. Les arrêts maladie sont d'environ 1 mois avec isolement et solitude et avec beaucoup d'interrogations sur l'avenir. Est-ce que je vais reprendre ou non mon travail? Est-ce que je vais avoir un aménagement de travail? Est-ce que je dois faire un dossier d'handicap ou non? En conclusion, je dirais qu'il faut dédramatiser l'hospitalisation, elle est utile, même indispensable. Il faut surtout la démystifier. Il faut diminuer sa souffrance et préserver ses proches et soi-même. Il faut comprendre sa maladie et identifier les signaux d'alerte et anticiper, voire prévenir les prochains épisodes pour éviter d'être réhospitalisé. Il faut tendre vers un rétablissement pour mener une vie normale et optimiser sa sortie d'hôpital. Le retour au domicile mal préparé ou pas préparé est un deuxième traumatisme, alors que le patient et les proches sont fragilisés. Il faut absolument un système de relais entre l'hôpital, le psychiatre de ville, les proches et le patient à sa sortie d'hôpital. Je vous remercie pour votre écoute. Un grand merci à Blandine qui a quand même eu le courage de nous faire ce récit de sa vie pratiquement, avec 17 hospitalisations, c'est énorme. Et pourtant, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu plutôt, Blandine a réussi à maîtriser tout ça, à dominer sa maladie, à se rétablir, puisqu'elle a eu une vie professionnelle quasiment normale, même si ça lui a beaucoup coûté, et elle a fait face aux accidents de la vie que nous avons tous avec courage, quoi. Et on voit bien dans ce qu'elle raconte, même si je sais par d'autres témoignages que nous avons, que l'hospitalisation qu'elle a vécue, c'est parce que chacun a une hospitalisation sans consentement qui est différente les unes des autres. Chacun a son histoire propre et ne vit pas les choses de la même manière. Je le sais, je l'ai compris. Mais moi qui me suis toujours arrêtée à l'entrée de l'hôpital, j'étais contente de savoir comment ça se passait. Et donc, si vous avez des questions sur le sujet, est-ce qu'on a le temps, Patrice, de prendre quelques questions ou pas? Oui,
attends, je voulais encore ajouter qu'on voit bien que la grosse difficulté pour Blandine, et je pense que c'est aussi pour beaucoup d'autres, ce qui n'est pas du tout encadré actuellement, c'est le retour à domicile. C'est l'abandon des proches à qui on va demander de faire une hospitalisation parce que le patient est en crise, qui va devoir remplir des papiers qui durent une page alors qu'il est tellement traumatisé par l'état de celui qu'il aime. Il va devoir faire ça et ensuite, il va s'arrêter à l'entrée de l'hôpital. Avec un peu de chance, il va pouvoir avoir des conversations avec des psychiatres, mais pas toujours. Et à la sortie, on va lui rendre un patient théoriquement mieux, mais complètement traumatisé par ce qui s'est passé avant qu'il parte, parce qu'il en a le souvenir. Lui-même, il a le souvenir de ce qu'il a fait. Bref, on va les réunir sans filet, si j'ose dire. Et c'est certainement la partie la plus difficile qu'il y a à vivre. Et il y a à ça quelque chose à faire. Voilà. À toi, Patrice. Merci. Alors voilà, nous avons jusqu'à 11 heures avant de faire la pause. Donc ce que nous proposons à nos intervenants, c'est peut-être de réagir eux-mêmes de manière croisée aux propos qui ont été portés. Et ensuite, nous nous efforcerons de prendre quelques questions de l'assistance avec la contrainte horaire. Est-ce que Michel, Elisabeth ou Blandine, vous voulez rajouter quelque chose à ce stade de manière brève? Alors moi, je pourrais réagir sur le manque de relais à la sortie. Ce que donc vous observez après des hospitalisations en milieu psychiatrique, nous, on les observe également avec les personnes âgées, puisqu'on en a eu une il y a 15 jours qui est rentrée chez elle le vendredi. Elle n'avait pas de clé et c'est sa voisine qui s'est occupée tout le week-end d'elle, qui lui a fait des repas, qui l'a couchée chez elle. Et puis, on a enfin pu joindre le tuteur le lundi et là, la dame a pu rentrer chez elle. Donc, c'est vrai qu'on sort de l'hôpital et il y a un énorme vide. Et ça, je crois que ce ne serait pas très compliqué d'essayer de le combler avec des systèmes de relais quand même et de ne pas mettre dehors quelqu'un sans s'assurer qu'après, tout va bien, que les proches sont là, qu'ils sont informés, que la personne, elle aussi, est informée qu'on la met pas dehors. Il y a cette idée d'être flanqué dehors, je trouve, derrière. En tout cas, pour les personnes âgées. Moi, je voudrais dire que globalement, j'ai été bien traitée à l'hôpital. Il faut dire aussi qu'il faut une certaine docilité, c'est-à-dire que si on n'est pas docile, on est moins bien traité. Et que, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Très bien. Merci, Blandine. Voilà. Nous avons des questions. Est-ce que Michel, vous voulez dire un mot ou... Je pourrais dire que comparativement au texte que j'ai lu, alors entre parenthèses, merci à la personne qui pense que je suis un obsédé textuel. J'aimerais qu'elle s'explique là-dessus. Donc, je suis heureux de savoir qu'à l'hôpital Sainte-Anne, on peut être bien traité. Moi, j'ai été témoin d'un récent suicide qui s'est passé dans une chambre de soins intensifs à Sainte-Anne, où manifestement, si la personne s'est suicidée, c'est qu'elle n'était pas très heureuse. Elle cherchait à joindre sa famille. C'était sa première hospitalisation. On lui a refusé de joindre sa famille. On a refusé sa famille de la joindre. On n'a pas assuré le suivi normal qu'on doit assurer dans une chambre de soins sans consentement. Et on suit suffisamment ce qui se passe dans les hôpitaux pour savoir que les suicides sont extrêmement fréquents dans les hôpitaux psychiatriques. Ce qui laisse penser que tout le monde ne reçoit pas les soins sans consentement avec la bonne humeur de Blandine. Et je suis très heureux que Blandine ait un tempérament qui lui permette de surmonter, sans doute. Ça tient aussi à sa capacité de distanciation venue de son propre bagage intellectuel. Voilà, donc si j'ai voulu m'attacher au texte pour
éviter le reproche qu'on pourrait faire à quelqu'un, une femme, qui a vécu pour son proche 4 hospitalisations avec toute la douleur que ça représente d'amener son proche dans l'état de délire, aux urgences, patienter aux urgences, courir après le proche qui refuse de voir le psychiatre dans les couloirs d'hôpital pour le ramener dans le psychiatre, etc. Bon, ces douleurs-là, je les ai connues moi-même. Mais donc, je voulais éviter toute subjectivité. Donc, j'ai souhaité lire des textes qui, en plus, des textes qui sont passés sous les yeux de l'Agence régionale de santé. Et qui disent, ben non, ça ne se passe pas aussi bien que dans certains services de l'hôpital Sainte-Anne, où Blandine a eu la chance d'aller. Merci Michel. Nous allons essayer de prendre quelques interventions, quelques questions de l'auditoire. Je voudrais donner la parole à Madame Jacquinot. Madame Jacquinot, voulez-vous prendre la parole? Alt plus A. Voilà, Madame Jacquinot, vous nous entendez? Oui. Voilà, je crois que vous êtes issue de l'administration hospitalière. Est-ce que vous voulez poser une question? Voilà, petit problème de micro. Allez-y, madame. Oui, vous m'entendez? Oui. Tout à fait. Oui. Alors, ayant été présidente de la commission des usagers pendant plusieurs années dans un hôpital psychiatrique important de Bourgogne pendant 6 ans, puisque je suis directrice adjointe d'hôpital et retraitée depuis le mois de septembre, j'ai toujours été très choquée, effectivement, dans mon hôpital par le fait que on envoyait des lettres aux familles qui étaient quand même très, je dirais, entre guillemets, un petit peu agressives, refusant à ces familles l'autorisation d'avoir des informations, des accès aux dossiers ou de pouvoir échanger avec leurs patients qui étaient en soins sans consentement. En arguant le prétexte du respect de la confidentialité des informations. Et je trouve que globalement, la loi impose de manière trop stricte des règles juridiques qui, donc, parce qu'elles sont appliquées trop strictement par les administrations, rendent, je trouve, assez inhumaines et pas suffisamment bienveillantes aux familles, rendent difficile aux familles l'accès à leurs proches, aux informations, au téléphone, et on coupe vraiment trop les familles de leurs proches. Et voilà. Donc ma question est, vous qui avez le pouvoir d'influencer les législateurs pour les futures lois, est-ce qu'il serait possible d'adoucir ou de rendre plus humain juridiquement, je dirais, d'assouplir le cadre juridique pour rendre plus humain les relations entre les proches et les patients lorsqu'ils sont en hospitalisation fermée, c'est-à-dire en soins sans consentement. Merci, madame. Est-ce que, Michel, vous voulez apporter une réponse? Oui, merci. Alors d'abord, malheureusement, on n'a pas le pouvoir d'influencer le législateur aussi aisément que vous le dites, madame. Donc, j'ai déjà témoigné du fait que, en tant que parent, j'ai été dans l'empêchement d'avoir des liens avec mon proche pendant les 4 hospitalisations, du moins à leur début, qu'il a subi. En réalité, les textes ne sont pas l'obstacle, parce que les textes, notamment les recommandations de la Haute Autorité de Santé, préconisent que les proches, alors, à vérifier ce que sont les proches. C'est là qu'il y a à la fois des aspects juridiques et des aspects de compréhension de ce que la relation entre la personne malade et puis son environnement, mais la Haute Autorité de Santé recommande une alliance thérapeutique entre les soignants et puis l'environnement de la personne, parce qu'il est clair aujourd'hui
que soigner, c'est pas simplement donner des médicaments, c'est tout autre chose. C'est construire aussi la bulle sociale autour de la personne qui va lui permettre de trouver ses repères, se reconstruire, trouver la manière d'être un acteur dans la société, et que ça ne peut pas se faire sans la famille. Alors, beaucoup d'hôpitaux, les témoignages que je vais apporter va peut-être compléter sur ce plan, beaucoup d'hôpitaux disent on n'a pas le temps, on est en sous-effectif, on ne peut pas faire ce travail-là, ça dépasse nos moyens. Il y a des expériences faites par d'autres hôpitaux qui montrent que c'est le contraire et que la période de soins diminue à l'hôpital si justement il y a une alliance qui se construit avec la famille, qu'il y a moins de rechutes et que donc finalement le travail de l'hôpital diminue si justement il veut considérer que son travail n'est pas simplement de distribuer des pilules, d'injecter des médicaments par les seringues. Voilà. Mais en la matière, on est sur des crispations de soignants qui pensent qu'ils ont un pouvoir qui ne doit pas être partagé. Et quand on dit, dans le cas d'une CSP, on dit à un médecin chef d'hôpital, regardez, la HAS vous demande d'agir autrement. La réponse, la HAS, c'est absolument pas contraignant, c'est juste des recommandations, on en fait ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est la limite de l'exercice, et les lois ne peuvent pas aller très très loin, parce qu'il faut combiner secret médical en effet, et puis aussi autre chose, qui est qu'il y a des familles conflictuelles, et que ce n'est pas toujours idéal de favoriser la relation dans le temps très particulier qui est l'entrée dans ces soins sans consentement, entre une famille qui a pu être un élément de déclenchement de crise et puis la personne. Et ça, il faut que les soignants travaillent un peu une compréhension psychologique et prennent du temps à comprendre ce qui se passe dans la famille. La HAS la recommande. Merci Michel. Je propose donc que nous prenions une dernière intervention avant la pause. Nous avons Monsieur Ferragne qui est parmi nous. Monsieur Ferragne donc représente le contrôleur général de privation des lieux de liberté. Monsieur Ferragne, est-ce que vous voulez produire une courte intervention ou une question à l'intention des intervenants? Oui, volontiers. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Eh bien, est-ce qu'on me voit? Non. Non. Alors, que dois-je faire pour qu'on me voie? Écoutez, je vous propose peut-être de prendre la parole directement parce que voilà. Ne perdons pas de temps à ça. Je voudrais remercier les trois intervenants puisque j'ai trouvé que ces trois interventions étaient très riches et confirment d'une manière assez précise les constats que fait le CGLPL dans ses visites. D'abord, je voudrais dire un mot très rapide sur la question de la dignité et des droits, qui est une question qui a beaucoup occupé le CGLPL récemment, puisque nous avons, comme vous l'avez peut-être vu, publié des recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits des personnes privées de liberté. Et donc, nous avons dû nous rallier à une définition de ce qu'est la dignité et de ce que sont les droits. Cette définition, je viens d'apprendre qu'elle est ancienne, mais nous l'avons trouvée surtout dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, qui parle de la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables. Et donc, on a pris le parti de traiter en parallèle de ces questions de la dignité et des droits et non pas de retenir ce qui était une autre possibilité, la notion d'un droit à la dignité qui nous semblait trop restrictive. Je voudrais dire ensuite un autre mot sur la question des évolutions législatives. Les évolutions législatives, évidemment, elles sont nombreuses et fréquentes. C'est souvent le signe d'une fébrilité ou d'une instabilité politique. Mais sur cette évolution législative, dans le moyen terme, c'est-à-dire depuis le début des années 2000 et jusqu'à ce qui se profile dans les semaines qui viennent sur la réglementation de l'isolement et de la contention, il y a deux aspects. Un premier aspect qui est un aspect positif, qui est l'idée de faire entrer le regard des tiers dans la psychiatrie, l'idée d'encadrer de toujours plus les facultés qu'a l'autorité administrative
de priver les personnes de liberté. Et puis, il y a quelquefois des ratés. Et évidemment, Michel Doussin a très bien montré à quel point l'invention en 2011 ou en 2013 de la notion de péril imminent a été détournée de son objet pour devenir aujourd'hui un abus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces législations et les visites du CGLPL, je crois, y ont contribué, et nos relations avec l'ensemble des acteurs de la psychiatrie aujourd'hui le montrent. Toutes ces évolutions ont pour effet de faire évoluer la culture historique de la psychiatrie d'une culture de l'enfermement et d'une culture un peu de la toute-puissance médicale vers une notion peut-être encore insuffisante, mais en tout cas progressive, de partage du pouvoir et de partage du pouvoir avec les tiers, avec la société civile. Je voudrais aussi, en dernier lieu, revenir sur le parcours de Blandine pour montrer quelque chose que son parcours montre à l'évidence et qui n'est malheureusement pas une évidence dans tous les établissements hospitaliers, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les soins sans consentement, la notion juridique de soins sans consentement et la réalité physique de l'enfermement. Ce n'est pas parce qu'une personne est en soins sans consentement qu'il faut l'enfermer. Blandine a été hospitalisée 14 fois, je crois, en soins sans consentement, dont une seule en unité fermée. Ce n'est même pas nécessaire. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas d'unité fermée. Il y a des hôpitaux ou très peu, qui enferment par des périodes très brèves, ou qui ont des chambres que l'on peut fermer, mais qui ne sont pas fermées de manière systématique. Et donc, on peut accueillir des patients en soins sans consentement en unité ouverte. Et le dernier point sur lequel je conclurai, c'est que j'ai appris des propos de Michel Doussin qu'il y a des CDSP qui souhaitent prendre le relais des constats du CGLPL, et les deux exemples qu'il citait étaient des exemples que j'ai parfaitement reconnus, puisqu'il s'agissait d'un hôpital du Forêt de la Loire et un hôpital du Loiret, sur deux hôpitaux sur lesquels nous avions fait des recommandations extrêmement fortes, une sur les accueils aux urgences, l'autre sur le port du pyjama, qui dans la réalité n'était pas le pyjama, mais bien pire, c'est-à-dire des blouses chirurgicales ouvertes derrière, avec lesquelles les patients déambulaient dans le parc. Mais bien, écoutez, nous ne pouvons aller effectivement dans chaque hôpital que tous les 5 ou 6 ans, mais c'est pour nous essentiel d'avoir des relais, et je voudrais me féliciter de cette attitude spontanée dont les CDSP ne nous ont pas informés, mais vraiment, je conclurai par là. Si vous voulez porter des informations à la connaissance du CGLPL, écrivez-nous, même ce qui est porté à notre connaissance sans que nous l'ayons vu nous-mêmes, mais simplement par courrier, fait partie de ce que nous disons, ce que nous rapportons au gouvernement et de ce que nous rendons public. Et donc, c'est pour nous un moyen essentiel de sauvegarder la dignité et les droits des patients. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ferragne. Merci bien. Nous allons faire une pause. Nous en avons peut-être besoin. Je propose une pause de 10 minutes